Les chats de l'Alfama de Marc Burger. Lisbonne, 6 septembre 1891. Lettre de Fernando de Oliveira, pêcheur de son état, envoyée à son frère Rodrigo. Cher frère, ce que le monde ne pourra jamais reprocher à notre peuple, c'est de ne pas prendre soin de ses églises. Tandis que je t'écris cette lettre, j'entends encore le son des cloches de São Miguel résonner dans tout le quartier, et leur carillon en vient même à masquer les échos des chants de cette négresse sur la Praça do Comércio. Il s'agit probablement d'une descendante d'esclaves, marginalisée par la société, qui vit en chantant dans les rues ou en récitant des poèmes. Je passe régulièrement près d'elle. C'est une belle femme, d'une vingtaine d'années, au regard envoûtant, aux lèvres pulpeuses et charnues, et aux galbes à rendre jalouses nos catins les plus prisés. Elle est vêtue comme la gente féminine locale, jupe longue plissée, tablier brodé, corsage et châle aux motifs mauresques. Hier, je l'ai même surprise à réciter ces vers de Luis de Camões que tu aimes tant. Amour est un feu qui brûle sans être vu, c'est une blessure qui fait mal et ne se sent pas. C'est une folie raisonnable, c'est un doux poison, c'est un combat doux et amer, c'est une douce mort. Parfois, lorsque ma journée de pêche a touché à sa fin et que les derniers rayons de soleil de fin d'après-midi épousent les façades jaunes canaries de nos murs du centre-ville, il m'arrive de m'asseoir près d'elle, au milieu d'une foule bigarrée de marchands de poissons et autres vendeurs à la sauvette. Sans compter les veuves de marins, encore plus nombreuses qu'à Porto, qui ont besoin de ces effluves mélancoliques pour se lamenter davantage sur leur sort. C'est à croire que nos quartiers, situés en hauteur, sont condamnés à être bercés par les pleurs infatigables de ces dames, éternelles inconsolables. Étrangement, leur malheur donne une âme à notre culture, au point que l'absence de ces chants dans nos ruelles escarpées en viendrait à nous saper le moral. Rester face à cette chanteuse pendant des heures m'apaise, tandis que je fixe l'écume des vagues de l'Atlantique. Cet océan à la fois bienfaiteur et hostile, source de vie et de mort, à l'image du Dieu tout-puissant au-dessus de nos têtes. D'où peut bien venir cette africaine qui ne quémande point? À vrai dire, je n'en sais trop rien. Certains parlent du lointain Brésil, d'autres du Cap-Vert, plus proche de nos côtes. Sa voix, en revanche, ne peut venir que du ciel, et rappelle les chants lyriques les plus magnifiques, ce qui apaise probablement les archanges et les chérubins au royaume des cieux. Mais si je t'écris cette lettre, cher frère, c'est pour te parler de phénomènes beaucoup plus inquiétants, qui paraissent frapper Lisbonne. Depuis le sinistre séisme du siècle dernier, aucune fatalité aussi néfaste n'avait encore jeté son dévolu sur notre belle capitale. D'abord, il y a cette nouvelle présence malsaine qui rôde dans le quartier. Tu sais bien, cher frère, que je connais l'Alfama comme ma poche. Ses moindres recoins, pavés, les propriétaires des linges suspendus dans le vide sur des cordes branlantes, et les prénoms des chats errants, venus se repaître des dernières sardines de l'arrivage journalier. Je suis familier des moindres bruits d'ustensiles que l'on perçoit derrière les fenêtres barricadées pour se protéger de la chaleur, et je joue aux cartes avec tous les marins des environs, autour d'un verre de vin rouge, aux cépages dont les noms me reviendront sûrement. Mais depuis quelques jours déjà, je sens quelque chose d'indicible, d'inhabituel. C'est très étrange. C'est comme si mon corps et mon esprit me mettaient en garde. Tout a commencé la semaine dernière, aux dernières lueurs incandescentes du crépuscule. J'étais en train de lire à la lumière de ma bougie, la fenêtre ouverte, pour contempler l'astre solaire disparaître sereinement à l'horizon. Rien d'anormal jusque-là.
l'une de ces ultimes soirées estivales, où l'on sait que les jours vont bientôt se raccourcir pour laisser la place à l'hiver implacable et brumeux. Un semblant de frisson de bonheur. Il faisait déjà nuit depuis un moment, du moins une nuit précoce, d'un bleu encore clair, qui n'a pas encore viré au noir. De ma fenêtre, j'étais en mesure de distinguer clairement les céramiques d'azulejos, les volets des voisins d'en face, les épouses qui fermaient les fenêtres ornées de céramique verte en se souhaitant bonne nuit, ou d'autres qui demandaient vivement à leurs enfants de rentrer, une chandelle à la main. Les bruits se faisaient de plus en plus discrets, de plus en plus rares et étouffés par l'implacable silence nocturne. Moi-même, mes paupières étaient lourdes, et je peinais à terminer les quelques pages qui me restaient à lire, bâillant à gorge déployée, et caressant mon chien, qui venait de caler sa tête sur mes genoux, en me scrutant avec interrogation. C'est alors qu'il dressa la tête. On entendait des bruits dehors, et des sons assez violents. Pas de doute, il s'agissait bien d'un chat, mais son miaulement était rauque, menaçant, comme lorsque l'un d'entre eux est sur le point de se battre avec l'un de ses congénères pour des affaires de territoire ou de femelles convoitées. Le cri fut de plus en plus atroce, et j'entendis deux voisines ouvrir les volets qu'elles venaient de fermer pour voir ce qui se tramait en haut de la rue. De mon côté, je me penchais également au balcon pour tenter d'apercevoir quelque chose, et j'eus une vision fantomatique. Comme tu le sais, cher frère, la rue où j'habite est une montée assez difficile. Là, je vis descendre d'un pas assuré une bonne femme brandissant un gros chat roux, un énorme matou que j'avais déjà croisé sur les quais en train de se goinfrer de restes de poisson. Elle le tenait fermement dans sa main gauche, comme pour compresser la nuque de l'animal, tandis qu'il hurlait à la mort, et ses gémissements étaient des plus angoissants qu'il m'ait été donné d'entendre. Quel son horrible! Et grâce à la lumière pâle du seul réverbère de la rue, je l'entrevis, elle. Une espèce de vieille charogne, les cheveux blancs, épais, gras, et tombant sur ses épaules rabougries, des bras osseux, avec une peau fripée laissant transparaître quelques veines violettes jaillissantes. Je ne vis pas clairement son visage, peut-être quelques traits grossiers, une dentition approximative, mais je ne suis sûr de rien. En seulement quelques secondes, cet épouvantail en guenilles avait disparu à l'angle de Rua do Salvador, emportant avec elle son sinistre larcin, tandis que les deux voisines hurlaient pour que quelqu'un aille sauver le malheureux félin. Mais il était déjà trop tard. Cet événement m'a profondément marqué, cher frère. Jamais je n'avais vu une femme du quartier agir de la sorte, à supposer qu'il s'agisse bien de quelqu'un de chez nous. Et cette première lettre que je t'envoie n'est que le début d'un horrible feuilleton. Que Dieu te préserve, toi et les tiens. O teu irmão Fernando. 9 septembre 1891. Lettre de Fernando de Oliveira envoyée à son frère Rodrigo. Cher frère, comme je le mentionnais dans ma première lettre, la situation a empiré depuis le début du mois. Bon nombre d'habitants de l'Alfama ont commencé à se plaindre de la disparition de leurs chats. À vrai dire, ils n'appartiennent réellement à personne, mais au fil du temps, ils sont devenus nos compagnons de fortune, amitié furtive pour de pauvres pêcheurs, que j'aurais d'ailleurs pu orthographier d'une autre façon. Très vite, les langues ont commencé à se délier, et plusieurs voisins mentionnèrent la mystérieuse vieille dame. D'autres, plus affirmatifs, jetèrent leur dévolu sur l'africaine. Pour eux, il n'y avait aucun doute.
Cette fille venue d'ailleurs, avec sa poésie licencieuse, n'avait pu apporter dans ses valises que le malheur et les incantations païennes de ses ancêtres. Des riverains rancuniers et peu enclins à faire confiance aux institutions judiciaires décidèrent de la sanctionner à leur façon en la jetant dans l'océan. La malheureuse manqua de se noyer, se débattant de toutes ses forces durant de longues minutes, avant que des policiers ne viennent la secourir, sous les regards courroucés des habitants du quartier. Pauvre fille, elle n'a peut-être rien à voir avec tout cela, mais les étrangers ont toujours tort, aussi bien dans les villages les plus reculés que dans les grands ports prétendument ouverts sur le monde. J'entends encore les cris haineux des veuves, appelant à faire couler la négresse, en lui attachant un boulet de bannière au pied, pour qu'elle disparaisse à jamais dans les profondeurs de l'Atlantique, elle et ses maléfices. Et si elle était innocente ? Si ces crimes hors du commun étaient l'œuvre de quelqu'un ou de quelque chose d'autre ? Mais nous n'avions aucune preuve, seulement de vagues témoignages, tandis que les disparitions de félins continuaient. Très vite, on commença à craindre pour les enfants et les jeunes femmes en âge de se marier. Dès les premières obscurités du crépuscule, tous étaient sommés de rentrer pour ne point attirer le mauvais œil sur leur famille. Hier, alors que je m'apprêtais à embarquer avec mes 2 camarades pour aller pêcher du maquereau, l'un d'entre eux, Lorenzo, que tu as déjà rencontré, m'affirma également qu'il ne retrouvait plus son chat depuis maintenant 2 jours. Pourtant, la brave bête était toujours au rendez-vous lorsqu'il fermait ses volets. C'était d'ailleurs sa façon à lui de l'appeler, car l'animal n'avait point été baptisé. Soudain, son regard s'assombrit, et il baissa les yeux comme pour me dévoiler quelque chose à voix basse, évitant ainsi d'être entendu par le 3e d'entre nous. La veille, un convoi de 5 pêcheurs s'était aventuré un peu loin sur l'océan pour la journée, afin d'attraper les plus beaux spécimens de sole et de mérou. Étrangement, une fois arrivés dans une zone où d'ordinaire ces espèces pullulent, ils ne virent rien. Seulement les profondeurs sombres et impénétrables de l'Atlantique, royaume secret du grand Neptune, fièrement assis sur son trône et brandissant son trident pour tourmenter les mortels. La situation était très inhabituelle. Ces marins étaient familiers des mouvements de population de poissons, de leur migration, souvent liés aux périodes de reproduction. Ils auraient dû se trouver là. Mais tandis que le capitaine était plongé dans ses pensées, un choc violent fit chavirer la coque, comme une vulgaire coquille de noix, et tous faillirent être propulsés par-dessus bord. Un récif ? Impossible. Ces obstacles se trouvaient généralement bien plus près des côtes. Un cétacé ? Peu probable également, car ces géants préfèrent de loin les eaux glaciales du Grand Nord, pour le plus grand bonheur des harponneurs et du capitaine Achab traquant éternellement le cachalot Moby Dick. À la surface, les ondes survolant la mer avaient pourtant l'air si apaisées. Puis vint le second impact, encore plus violent, et l'un des marins se retrouva sous l'eau. Là, ses camarades virent enfin quelque chose remuer, non pas l'infortuné pêcheur, mais une masse difficile à distinguer, verdâtre, écaillée, ils en étaient certains, avec d'étranges motifs sous forme de taches noires, proches de ces tatouages qu'arborent les peuples de la lointaine Océanie. Cette bande de chevronnés aurait pu cataloguer toutes les espèces de poissons et crustacés des environs. Pourtant, ils étaient tout bonnement incapables de reconnaître celle-ci. Cette forme énorme remua, comme un gigantesque lombric, et par un mouvement de la nageoire caudale, provoqua d'abominables relents d'écume, aveuglant et aspergeant les infortunés pêcheurs. Par la chance que seul Dieu peut accorder dans son infinie bonté, l'homme tombé à l'eau parvint tant bien que mal à remonter sur la barque. Son regard était terrifiant, comme s'il avait été témoin d'une apparition cauchemardesque,
comme s'il s'était retrouvé nez à nez avec une créature marine aussi imposante que celle ayant disparu avec les dinosaures, ces anciens mastodontes dont les squelettes ont déjà envahi nos musées, nous faisant miroiter un monde où des êtres aussi gros que des dragons médiévaux auraient foulé le même sol que nous. Lorsque ses camarades lui demandèrent ce qu'il avait vu, ce qu'était cette chose informe qui se déplaçait comme un serpent visqueux à travers les ondes océaniques, il bredouilla un nom que l'on pensait enfoui dans la mémoire des hommes depuis des lustres, sorte d'onomatopée aujourd'hui considérée comme archaïque, moyenâgeuse, et raillée par tous les partisans du bon sens et de l'empirisme. Un léviathan supposé, et vu par les esprits modernes comme des plus grotesques. Adamastor, Sirmao, l'esprit du cap des orages. Que Dieu te préserve, toi et ta charmante épouse, Fernando. 12 septembre 1891. Lettre de Fernando de Oliveira, envoyée à son frère Rodrigo. Cher frère, la peur et son lot de superstitions semblent s'être emparés de notre belle ville de Lisbonne. Des rumeurs circulent sur les disparitions de chats qui n'ont point diminué. Certaines familles en viennent même à enfermer le leur dans une cage, avec 2 ou 3 cadenas, cage qu'ils dissimulent ensuite sous leur lit avant d'aller se coucher, armés d'une carabine ou d'un simple couteau de cuisine. Hier encore, j'ai surpris la jeune Regina, fille du pâtissier Dos Santos qui fait l'angle, en train de puiser de l'eau au puits pour laver son linge. Tout de même, quelle pitié de voir une jeune femme aussi frêle, aux bras si menus, être contrainte d'exécuter des tâches physiques aussi contraignantes, alors qu'elle pourrait passer l'après-midi à coudre avec ses sœurs tout en entamant un air de fado. Je décidai donc de m'approcher de la belle pour engager un brin de conversation. « Bom dia, Regina. J'espère que votre labeur n'est pas trop dur, car vous risqueriez de briser vos jolis bras. »« Bom dia, Seigneur. Merci de vous inquiéter pour ma personne, mais vous savez, ce ne sont pas mes corvées habituelles qui m'inquiètent par les temps qui courent. »« Vous voulez parler des disparitions de chats ? » ?»« Oui, tenez, rien que dans notre famille, nous en avions adopté 2 récemment. Le premier était si mignon, avec son pelage blanc et noir et son petit nez humide, tout rose. Le second était aussi blanc que la neige, raison pour laquelle nous l'avions baptisé Floco. Et vous dites qu'ils ont disparu tous les 2 ? Depuis 3 jours maintenant. Pourtant, ils ne manquaient jamais le repas du soir. Avez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect le soir de leur disparition ? Pas ce soir-là en particulier ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire que j'ai vu certaines choses, mais que je crains d'être prise pour folle à lier si je confiais tout cela à quelqu'un. Je ne vous jugerai pas, mademoiselle. Je vous en fais le serment. Vous accorderiez du crédit à mes dires ? Bien sûr. Si vous avez été témoin d'un enlèvement, votre témoignage est précieux. Vous devriez d'ailleurs en informer les autorités. Vous n'y pensez pas. Je serais interné sur le champ. Le cœur de ma pauvre mère ne supporterait pas le choc. Qu'avez-vous vu, Regina ? Ou du moins, que pensez-vous avoir vu ? Il y a 2 jours de cela, nous n'avions plus de bougies à allumer, ce qui était fort regrettable, car nous avions prévu un succulent dîner pour fêter le retour de mon oncle. Vous savez, celui qui est parti aux Amériques. Oui, le brave Thiago. Vous lui passerez le bonjour de ma part. Je n'y manquerai pas. Nous ne pouvions concevoir de passer la soirée sans chandelle. Je fus donc désigné pour aller en demander à nos voisins qui habitent tout en bas de la rue. Seul un mur de pierre assez haut les sépare de l'océan. Bien sûr, la famille Acosta, je me rappelle de l'endroit où ils vivent. Des voisins bienveillants, toujours prêts à aider les gens dans le besoin. Vous vous y êtes donc rendu ? Bien sûr, éclairé par une lampe à huile qui fonctionnait mal, rouillée de partout. Elle grinçait sans cesse. Bref,
Je n'étais pas rassuré de me promener à une heure pareille. Il faisait si sombre. Et c'est là que je l'ai vu. Quoi donc? Qui donc? Une sorte de masse informe, éclairée par la lune, tel un ange infernal au bord d'un lac maudit, invoquant quelque dieu païen. Une masse informe? Qu'était donc cette chose? Ce n'était pas une chose, monsieur. C'est ce que j'ai cru au début, un rocher ou encore un arbuste mal entretenu, un vieux banc sur lequel un vagabond aurait laissé traîner ses affaires. Mais non, cette silhouette a commencé à bouger en brandissant quelque chose. Quoi donc? De loin, il m'était difficile de voir distinctement, mais j'aurais juré que c'était un animal. Oui, une bête avec 4 pattes et une longue queue. Ce que vous décrivez ressemble trait pour trait à un chat. Oui, d'ailleurs, il m'a semblé entendre la bête feuler, comme le font ses congénères lorsqu'ils sont en colère et ne veulent pas être dérangés lorsqu'ils dévorent leur pitance de poisson. Vous affirmez donc qu'une personne était en train de tenir fermement un chat par le col? C'est ce qu'il m'a semblé. Mais si c'était une personne, je n'en voyais pas grand-chose. Peut-être quelques mèches de cheveux blancs. Il s'agissait probablement d'une femme. C'est alors que le visage de la jeune fille pâlit. Ensuite, elle se signa à maintes reprises. « Qu'avez-vous, Regina? Êtes-vous souffrante ?»« Oh, non, monsieur. C'est juste que j'ai cru voir débarquer une créature infernale, le diable en personne. J'étais à plusieurs mètres de cette créature lorsque je l'ai entendue marmonner des choses. » Marmonner des choses? Oui, dans une langue que je ne connaissais pas. Seigneur Dieu, on aurait dit que c'était un serpent qui parlait et non un être humain. Je me souviens de ces sifflements qui me firent mal aux oreilles et me donnèrent subitement la migraine. Subitement? Oui, comme par je ne sais quelle diablerie, monsieur. J'eus l'impression que mes tempes étaient sur le point d'éclater si je ne prenais pas la décision de déguerpir au plus vite. Mais je n'étais pas au bout de mes peines. Que voulez-vous dire? Jusque-là, je n'avais pas encore réalisé que... Que quoi, Regina? Parlez! Que cette créature démoniaque était en train de donner ce pauvre chat en pâture. En pâture? Mais en pâture à qui? La question serait plutôt de savoir à quoi cette ombre malfaisante a donné ce pauvre minou en guise de dîner. Je vis quelque chose remuer à la surface de l'eau, comme des effusions d'écume inhabituelles. Oh, monsieur, je vous en supplie, n'allez parler de ceci à personne. Reprenez votre souffle, mademoiselle. Que s'est-il passé? Quel était cet animal que vous avez vu émerger des profondeurs? Un monstre, sorti de je ne sais où, telle l'hideuse baleine ayant happé le prophète Jonas, qui a sauté hors de l'eau, la gueule béante, muni de crocs acérés, qui se sont ensuite refermés sur le pauvre chat, que l'abominable silhouette venait de lâcher en entamant un rire satanique. La pauvre Regina était en pleurs. Et l'hypothèse d'une vieille démente errant dans l'Alfama pour y enlever les félins par sadisme me paraissait tout à fait crédible. Il existe malheureusement bon nombre d'esprits dérangés capables des pires horreurs sur leurs semblables ou sur de pauvres bêtes sans défense. En revanche, cette histoire de monstre marin, je ne pouvais concevoir pareille chimère. Tout de même, le XXe siècle est là, juste devant nous, et nous préférons nous tourner vers des fétichismes d'un autre âge, candeurs et totémismes qui ne sauraient aller de pair avec cette rationalité qui tente désespérément d'éclairer l'humanité de sa faible lueur, au milieu des tempêtes obscurantistes. Cher frère, j'ai peur de t'entendre rire de moi, toi qui te joues de toute croyance irrationnelle.
Mais tu devras reconnaître que ces disparitions sont des plus troublantes et qu'elles ne trouvent aucune explication, même auprès des inspecteurs de police les plus méticuleux. Ils ont pourtant recueilli bon nombre de témoignages, traqué des bandits connus pour revendre de jeunes enfants, fait surveiller les pires dépravés de la ville. Mais rien, aucun chat n'a jamais été retrouvé. D'ailleurs, on remarque désormais leur absence dans les rues de l'Alfama, comme si les airs de fado n'étaient plus entendus de personne. Je n'ai toujours pas revu l'Africaine. Certains disent qu'elle a quitté Lisbonne pour repartir vers ses terres natales. D'autres affirment qu'elle était bel et bien une sorcière et que, rongée par le remords, elle aurait rendu son corps à la mer. Enfin, les plus mauvaises langues prétendent qu'elle se serait volatilisée, comme par enchantement, avant de lancer une ultime menace sur la ville, en égorgeant 13 chatons à peine sortis du ventre de leur génitrice. Grand Dieu, j'espère que ces croyances obscènes et incurables n'ont pas encore atteint les murs de Porto. Que Dieu te préserve, toi et les tiens, ton frère qui t'aime, Fernando.